Louloute, Oui, présente. t'as quelque chose à dire sur Baudelaire? Non. Mais j'ai hâte de t'écouter. Elle est gentille. Ça va faire un bien. Ouah. D'accord, c'est parti alors. Et c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bien nous revoilà en compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui nous avons décidé avec louloute de reprendre un peu Charles Baudelaire, parce que c'est toujours très beau, c'est toujours une écriture magnifique, étonnante, cultivée, rassurante aussi, parce que ça nous remet un petit peu dans l'idée que nous avions jadis une culture, une belle et grande culture, qui est la culture de la langue française, qui est merveilleuse, que c'est une langue qui est la mienne et que j'adore, et à raison, à raison. Lolo, t'as un petit commentaire peut-être? Non. Non, j'ai hâte que tu commences. Voilà. Donc Lolo ne parlera pas beaucoup parce qu'elle a été hospitalisée ce matin. En ambulant, elle est revenue, elle est très fatiguée, mais elle tenait à être là. Voilà. Alors moi, je lui fais des gros bisous, elle le sait, et puis voilà. Au revoir. Au revoir. Alors, dans la partie 2, tableau d'histoire. Delacroix. Alors, Delacroix, c'est pour moi l'absolu des peintres. J'aime toute la peinture, mais on a souvent une préférence, et depuis toujours, pour moi, après Van Gogh, c'était Delacroix, et en grandissant, ça reste toujours Delacroix. D'ailleurs, derrière, vous avez la gravure de Médée furieuse d'après Delacroix. Voilà. Comme Jason voulait m'aider. Non, c'est pas vrai. Bon, Médée et Furax, parce qu'elle a appris que un Jules, là, il la trompait. Alors, elle a piqué les mioches, là. Et puis, elle a été les égorger. Voilà. Parce que Médée, c'était une sorcière et elle était pas commode. Hein. Et ben voilà, c'est un drame grec, évidemment. Jason voulait m'aider. Eh oui, dit-on. Ok. Alors, tableau d'histoire, Delacroix. Monsieur Delacroix est décidément le peintre le plus original des temps anciens et des temps modernes. Cela est ainsi qu'y faire. Aucun des amis de Monsieur Delacroix, et des plus enthousiastes, n'a osé le dire simplement, crûment, impudemment, comme nous. Grâce à la justice tardive des heures qui amortissent les rancunes, les étonnements et les mauvais vouloirs, et emportent lentement chaque obstacle dans la tombe, nous ne sommes plus au temps où le nom de Monsieur Delacroix était un motif à signe de croix pour les arriéristes et un symbole de ralliement pour toutes les oppositions intelligentes ou non. Ces beaux temps sont passés. Monsieur Delacroix restera toujours un peu contesté, juste autant qu'il faut pour ajouter quelques éclairs à son auréole. Et tant mieux. Il a le droit d'être toujours jeune, car il ne nous a pas trompés, lui. Il ne nous a pas menti comme quelques idoles ingrates que nous avons portées dans nos panthéons. Monsieur Delacroix n'est pas encore de l'Académie, mais il en fait partie moralement. Dès longtemps, il a tout dit tout ce qu'il faut pour être le premier, c'est convenu. Il ne lui reste plus, prodigieux tour de force d'un génie sans cesse en quête du neuf, qu'à progresser dans la voie du bien. Il a toujours marché. Monsieur Delacroix a envoyé cette année 4 tableaux. La Madeleine dans le désert. C'est une tête de femme renversée dans un cadre très étroit. À droite, dans le haut, un petit bout de ciel ou de rocher, quelque chose de bleu. Les yeux de la Madeleine sont fermés, la bouche est molle et languissante, les cheveux épars.
Nul, à moins de la voir, ne peut imaginer ce que l'artiste a mis de poésie intime, mystérieuse et romantique dans cette simple tête. Elle est peinte presque par hachure, comme beaucoup de peintures de Monsieur Delacroix. Les tons, loin d'être éclatants ou intenses, sont très doux et très modérés. L'aspect est presque gris, mais d'une harmonie parfaite. Ce tableau nous démontre une vérité soupçonnée depuis longtemps et plus claire encore dans un autre tableau dont nous parlerons tout à l'heure. C'est que M. Delacroix est plus fort que jamais et dans une voie de progrès sans cesse renaissante, c'est-à-dire qu'il est plus que jamais harmoniste. Alors, à cet endroit, Baudelaire vous parle de Delacroix en tant que peintre de la couleur. Et Delacroix était connu pour cela. C'est-à-dire que il était, comme je l'ai dit la dernière fois, opposé à Ingres, qui était lui le peintre du trait, du tracé, de l'exactitude du tracé. Mais Delacroix, c'est lui le peintre de l'harmonie colorée. C'est-à-dire que ce sont les couleurs qui vont créer les formes. Et ces formes vont créer les contours. Et là, Delacroix, c'est celui qui va exceller dans cette manière de représenter les choses. Et c'est ce que Baudelaire admire chez lui. Cette maîtrise parfaite et totale de la couleur. Il n'y a pas que Baudelaire qui va admirer Delacroix. Vous avez tous les futurs grands impressionnistes comme Renoir, Monet, Basile. Tous les classiques de l'impressionnisme aujourd'hui ont adoré Delacroix, qui était un modèle de la couleur, puis après Daubigny, bien sûr. Donc Daubigny qui a fait partie de ces peintres de Barbizon, dont on parlera peut-être, qui ont initié, si vous voulez, c'est venu progressivement, hein, ce courant de peinture impressionniste. Le deuxième tableau, Dernière parole de Marc Aurèle. Alors Marc Aurèle, c'est un empereur romain que vous connaissez peut-être, qui a marqué son temps par sa profonde réflexion sur le temps, sur son temps, sur la philosophie. C'était un empereur philosophe d'une grande intelligence. Marc Aurèle lègue son fils aux stoïciens. Il est à moitié nu et mourant et présente le jeune Commode, jeune rose, mou et voluptueux, qui a l'air de s'ennuyer à ses sévères amis groupés autour de lui dans des attitudes désolées. Là, on a la description de la scène. Alors, j'ai eu un message d'une dame qui reprenait mes vidéos puis qui mettait les tableaux. C'est bien parce que moi, je suis absolument pas doué, je sais pas le faire. Donc, si elle le fait, qu'elle m'en fasse part, je les publierai. Ça accompagnera. Je vous remercie, madame, de faire ce travail. Tableau splendide, magnifique, sublime, incompris. Un critique connu a fait au peintre un grand éloge d'avoir placé Commode, c'est-à-dire l'avenir, dans la lumière. Les stoïciens, c'est-à-dire le passé, dans l'ombre. Que d'esprit! Excepté deux figures dans la demi-teinte, tous les personnages ont leur portion de lumière. Cela nous rappelle l'admiration d'un libérateur républicain qui félicitait sincèrement le grand Rubens d'avoir, dans un de ses tableaux officiels de la Galerie Médicis, débraillé l'une des bottes et le bas d'Henri IV, trait de satire indépendante, coup de griffe libéral contre la débauche royale. Rubens sans culotte, ô critique, ô critique. Nous sommes ici en plein Delacroix, c'est-à-dire que nous avons devant les yeux l'un des spécimens les plus complets de ce que peut le génie dans la peinture. Cette couleur est d'une science incomparable. Il n'y a pas une seule faute. Et néanmoins, ce ne sont que tours de force invisibles à l'œil inattentif, car l'harmonie est sourde et profonde. La couleur, loin de perdre son originalité cruelle dans cette science nouvelle et plus complète, est toujours sanguinaire et terrible. Cette pondération du vert et du rouge plaît à notre âme. M. Delacroix a même introduit dans ce tableau, à ce que nous croyons du moins, quelques tons dont il n'avait pas encore l'usage habituel. Ils se font bien valoir les uns les autres. Le fond est aussi sérieux qu'il le fallait pour un pareil sujet. Enfin, disons-le, car personne ne le dit,
Ce tableau est parfaitement dessiné, parfaitement bien modelé. Le public se fait-il bien une idée de la difficulté qu'il y a à modeler avec de la couleur? La difficulté est double. Modeler avec un seul ton, c'est modeler avec une estompe. La difficulté est simple. Modeler avec de la couleur, c'est dans un travail subi, spontané, compliqué. Trouver d'abord la logique des ombres et de la lumière, ensuite la justesse de l'harmonie du ton. Autrement dit, c'est, si l'ombre est verte et une lumière rouge, trouver du premier coup une harmonie du vert et du rouge, d'un obscur, l'autre lumineux, qui rendent l'effet d'un objet monochrome et tournant. Ce tableau est parfaitement bien dessiné. Faut-il, à propos de cet énorme paradoxe, de ce blasphème impudent, répéter et réexpliquer ce que M. Gautier s'est donné la peine d'expliquer dans un de ses feuilletons de l'année dernière à propos de M. Couture? Alors, M. Couture, c'est Thomas Couture, c'est un peintre dit classique. Vous retrouverez un de ses grands tableaux au musée d'Orsay qui s'appelle Les Romains de la décadence. Vous avez une pléthore de personnages dans une orgie, enfin, c'est assez passionnant. Et Thomas Couture, c'est là que Renoir, Monet et Basile ont appris leur métier de peintre. Donc ils savaient déjà, mais ils se sont perfectionnés dans l'atelier de couture, et Renoir avait beaucoup de mal avec Thomas Couture d'ailleurs. Est-ce que c'est Thomas? Je me souviens plus. Avec Monsieur Couture d'ailleurs. Il avait beaucoup de mal parce que Couture lui disait que la peinture c'était pas un amusement. Et Renoir lui répondait que si je ne m'amusais pas, je ne pourrais pas peindre. En gros, c'est cela. Hein. C'est une anecdote d'il y a 40 ans, je ne m'en souviens plus, mais c'est un petit peu cela. Et il faut savoir que Renoir avait très très peu de moyens, Monet non plus. Basile en avait, puisqu'il était fils de banquier, donc il aidait ses amis. Et Renoir restait jusqu'à la fin des cours pour ramasser tous les tubes de peinture qui étaient jetés par ses camarades étudiants qui étaient plus argentés. Et il les grattait avec un couteau pour récupérer la peinture et continuer à peindre. Renoir, c'était, et c'est toujours, l'acharné de la peinture. Alors, car Monsieur Théophile Gautier, vous savez que c'est un grand auteur français, il a écrit aussi des romans fantastiques comme le roman de la momie. On est en pleine découverte des mystères égyptiens, et Gautier va nous gratifier d'aventures extraordinaires. Un peu plus tard dans le siècle, les Anglais nous feront, Mary Shelley nous fera Frankenstein, et son mari, Bram Stoker, nous fera, si c'est bien son mari, je crois que ça l'était, nous fera Dracula. Vous connaissez l'histoire du comte Dracula. Je ne bois jamais de vin. Très clair. Très bien, continuons. I never drink wine. Le prince des ténèbres. Dracul, le dragon. Alors, l'autre, veux-tu dîner avec Dracul, le dragon? Peut-être auras-tu une chance de devenir une vampiresse. Car Monsieur Théophile Gautier, quand les œuvres vont bien à son tempérament et à son éducation littéraire, commande bien ce qu'il sent juste, à savoir qu'il y a deux genres de dessins, le dessin des coloristes et le dessin des dessinateurs. Les procédés sont inverses, mais on peut bien dessiner avec une couleur effrénée, comme on peut trouver les masses de couleurs harmonieuses tout en restant dessinateur exclusif. Alors là, c'est très très important ce qui est dit là, et évidemment les gens aujourd'hui ne comprennent pas exactement ce qui se passe, parce que, à savoir qu'il y a deux genres de dessins, le dessin des coloristes et le dessin des dessinateurs. Il faut savoir que autour de 1840, c'est 60 ans après la Révolution. La Révolution a redonné le goût du néoclassicisme, donc on revient au grec ancien, c'est un petit peu comme si on revenait à la Renaissance également.
Donc on revient à une forme de peinture extrêmement représentative de l'antique, avec David, par exemple, avec le serment des Horaces, l'enlèvement des Sabines, ou encore, là où David va devenir un brillant peintre moderne, avec la mort de Marat, où on verra le personnage de Marat assassiné dans son bain, avec son bonnet blanc, sa main qui tombe, donc c'est extrêmement théâtral, et puis derrière lui un fond comme au théâtre, et ça c'est une œuvre picturale exceptionnelle, parce qu'on a à la fois le dessin, mais aussi un goût dans les camailleux, un goût de la couleur qui est assez terne et lumineux, parce qu'on ne peut pas mettre des couleurs joyeuses pour l'assassinat de Marat, qui a été l'un des grands, entre guillemets, philosophes de la Révolution française, assassiné par Charlotte Cordier. Donc, on est à une époque charnière où on est encore très dépendant, si vous voulez, de cette école de David, qui va engendrer autant Ingres que Girodet. Girodet avec le Sommeil d'Endymion, que vous trouverez au Louvre, qui est une œuvre magnifique, hein, exceptionnelle, qui justement est entre les deux. C'est un peintre qui a tellement de personnalité, Girodet, qui va dépasser le maître pour aller au-delà, et qui va rejoindre un petit peu la couleur. Avec Delacroix, qui viendra après, on a celui qui veut montrer que l'on peut dessiner par la couleur. Et c'est Gainsbourg qui rêvait d'être un peintre, hein, qui avait fait les beaux-arts, et qui trouvait justement que la musique était un art mineur par rapport à la peinture qui était un art majeur, et qui disait avec justesse que Delacroix c'était l'un des rares peintres à être capable de dessiner d'un seul coup de trait un peintre en bâtiment qui tombait d'un échafaudage, d'un deuxième ou d'un troisième étage, peu importe. Donc il dessinait la chute comme ça. Donc ça c'est pour montrer Delacroix. Delacroix il avait ce talent-là. Il pouvait prendre un calame ou de l'encre de Chine ou une aquarelle et dessiner comme ça à une vitesse phénoménale. Delacroix c'était la fougue. C'est la fougue dans la peinture. Et c'est pour ça qu'il admirait Rubens. Il avait copié Rubens également, les naïades. Delacroix, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'embarrasser d'une information longue et pesante. Delacroix, c'est le peintre qui va sauter à pieds joints dans la toile en dessinant directement avec la couleur, mais à une vitesse phénoménale. On le verra aussi dans La mort de Sardanapale. On va voir les gestes. La mort de Sardanapale, c'est une sorte de pièce de théâtre sur laquelle on a rajouté des morceaux. C'est assez maladroit de la part de Delacroix et en même temps ça fait son génie. Mais ce qui le différencie des autres, c'est que, comme le dit si bien Théophile Gautier, à ce moment-là, c'est le tempérament de l'artiste, c'est-à-dire le dessin des coloristes, c'est-à-dire ceux qui dessinent, comme Ingres, et qui vont mettre la couleur après le dessin, d'une façon extrêmement précise. Et puis, vous avez le dessin, ça c'est le dessin des dessinateurs, pardon, excusez-moi. Ça c'est le dessin des dessinateurs, donc qui dessinent à la perfection et qui rajoutent la couleur. Et vous avez le dessin des coloristes, où on ne voit pas véritablement le trait. On le verra plus tard. Parfois même, il faut rajouter un trait. Et ça, on le verra surtout avec Gauguin, qui a repris les idées du cloisonnisme d'Émile Bernard. Et ça, c'est pour plus tard encore. C'est dans 30 ans après. Donc ça, c'est très important. Et il y a eu ce combat en France entre les défenseurs des dessinateurs, donc du néoclassicisme, du style très rigoureux, et puis ceux de Delacroix. Delacroix qui aura peu d'élèves d'ailleurs. Il en avait un qui était remarquable, qui s'appelait Théodore Chassériau, et qui est mort très jeune. Je crois qu'à l'église Saint-Roch, dans le quartier de l'Opéra, rue Saint-Honoré, je crois, il y a une fresque de Chassériau.
Si vous habitez Paris, allez-y, dans les églises, il y a des petits trésors. Donc, on continue. Donc, quand nous disons que ce tableau est bien dessiné, nous ne voulons pas faire entendre qu'il est dessiné comme un Raphaël. Alors, Raphaël, c'est pas un chanteur. Hein. C'est pas une tortue ninja non plus. Hein. C'est pas comme Rimbaud 1, Rimbaud 2, Rimbaud 3. Hein. Raphaël, c'est l'un des plus grands peintres de la Renaissance italienne, dont le tombeau serait au Panthéon à Rome, qui a peint des fresques au Vatican, qui a fait la Fornarina. Enfin, c'est l'un des plus grands peintres admirables, hein, d'une précision presque mathématique dans ses tableaux. C'est un peintre qui a marqué justement l'histoire de la peinture. Donc, quand nous disons que ce tableau est bien dessiné, nous ne voulons pas faire entendre qu'il est dessiné comme un Raphaël. Nous voulons dire qu'il est dessiné d'une manière impromptue et spirituelle, que ce genre de dessin, qui a quelque analogie avec celui de tous les grands coloristes de Rubens, par exemple, rend bien, rend parfaitement le mouvement, la physionomie, le caractère insaisissable et tremblant de la nature, que le dessin de Raphaël ne rend jamais. Et là, on arrive, si vous voulez, à ces périodes du réalisme. Et on va le trouver, ce réalisme, dans la littérature française. On va le retrouver avec Guy de Maupassant, on va le retrouver avec Émile Zola. Donc ça, c'est des écrivains réalistes. Et c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que tout ce qui est dessiné à la façon de Raphaël, à la façon de David, c'est de la représentation. Et tout ce qui va venir par la suite avec cette période du romantisme, avec Delacroix, c'est de l'illustration des sentiments humains et c'est l'exécution extrêmement vive du mouvement. C'est-à-dire que le mouvement n'est pas figé avec Delacroix. Vous pouvez regarder les chasses au lion ou chasses au Maroc et vous voyez le mouvement, on sent la fougue, du cheval, on sent la violence du fauve, on sent la cruauté du chasseur, qui n'a pas le choix. Comparé à Stubbs au XVIIIe siècle, avec le cheval attaqué par un lion, où on voit que c'est très rigide. Mais chez Delacroix, alors Delacroix connaissait très bien Stubbs, mais Delacroix va plus loin. Et il y en a un autre qui a été équivalent ou égal, mais il n'a pas peint longtemps parce qu'il est mort très jeune d'une chute de cheval, c'est Théodore Géricault. Et qui lui aussi est dans la fougue, parce que Géricault, c'était un schizophrène génial, un personnage difficile à vivre, c'est certain, mais un peintre d'un talent exceptionnel, unique. Et après Delacroix, c'est Géricault, c'est sûr. Il faut regarder ces peintures, vous allez voir, replongez-vous un peu dedans, tapez sur Internet, c'est fascinant de regarder ça, puis ça nous sortira de toutes ces horreurs que nous vivons aujourd'hui. Essayez de vous remplir de joie, essayez de remplir votre esprit de la couleur, du mouvement. Essayez de vous dire qu'avant vous, il y avait des personnes absolument remarquables qui étaient dans des réflexions philosophiques sur la peinture, sur la manière de peindre et sur la manière de représenter la réalité qu'ils ressentaient. Parce que Delacroix, c'est tout dans le sentiment. C'est ça qui fait que c'est exceptionnel. C'est ça qui fait qu'il est unique. C'est le fou passionné. Hein. C'est un passionné de la peinture, un passionné du mouvement, un fou furieux. C'était un homme d'ailleurs très, très rigide, hein, c'était certainement le fils de Talleyrand, donc Talleyrand qui était un grand homme politique français. Donc sachez-le, c'est un homme très rigide et en même temps, de par sa rigidité humaine, il passait à des niveaux de souplesse exceptionnelle dans son art. Comme quoi, entre la façade que l'on donne aux autres et ce qu'on est en soi-même, il y a quand même tout un univers. Alors, nous ne connaissons à Paris
que deux hommes qui dessinent aussi bien que M. Delacroix. L'un d'une manière analogue, l'autre dans une méthode contraire. L'un est M. Daumier, le caricaturiste. L'autre, M. Ingres, le grand peintre, l'adorateur rusé de Raphaël. Alors là, vous connaissez Daumier pour toutes les caricatures qu'il a fait en lithographie. Vous savez, c'est de la gravure, mais c'est-à-dire qu'on dessine sur une pierre, un grès, qui est poncé, qui est lavé, et on dessine avec des crayons gras. Et puis on peut tirer plusieurs exemplaires, centaines d'exemplaires de ces feuillets et de ces dessins. Et Daumier était réputé faire justement des caricatures, la caricature des juristes, des avocats, des banquiers, enfin il y a tout l'univers du 19e siècle dans Daumier. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Daumier était aussi sculpteur et aussi un excellent peintre. Il a fait toute une série sur Don Quichotte, et c'est pour ça que Baudelaire parle de Monsieur Daumier, parce que Daumier, c'était du trait, comme ça, c'était extrêmement rapide. Il avait une façon de dessiner qui était fascinante également. Et ses peintures, eh ben, quand il en fait, c'est un peu comme du Delacroix, mais avec plus de calme. Delacroix, c'est vraiment... il y a vraiment de la force, de la violence. Daumier, il est plus réservé. C'est un graveur. C'est une autre attitude face à l'art. Et l'autre peintre, c'est M. Ingres. D'ailleurs, l'expression le violon d'Ingres, ça vient de Ingres qui jouait du violon. C'est-à-dire qu'il peignait, il dessinait, et puis il jouait du violon. C'est le violon d'Ingres. Voilà. C'est venu après. Intéressant, ça. On n'en parle pas souvent de ça. Mais moi, j'aime autant Delacroix que j'aime Ingres. Parce que Ingres, c'est sans doute l'un des premiers grands peintres hyper réalistes du 19e siècle. C'est extraordinaire, parce que des peintres hyper réalistes, on en a eu. Hein. Il y en a eu beaucoup dans toute l'histoire de la peinture, même chez les Grecs. Il y a eu un concours entre... alors là, excusez-moi, mais je me souviens plus des Phidias, je crois que c'était... Ouais, j'en parlerai quand j'aurai retrouvé les noms. Et je vous expliquerai l'exploit qui a été mené. Donc, les peintres qui dessinent aussi bien que Delacroix, c'est un compliment, c'est Daumier et c'est Ingres. Sauf que Ingres, qui est l'élève de David, va continuer la filiation davidienne et la précision dans le trait. Et la couleur est parfaite aussi, hein, là, il n'y a rien à dire. Mais c'est pas du tout la folie de Delacroix. Voilà certes qui doit stupéfier les amis et les ennemis, les séides et les antagonistes. Mais avec une attention lente et studieuse, chacun verra que ces trois dessins différents ont ceci de commun, qu'ils rendent parfaitement et complètement le côté de la nature qu'ils veulent rendre, et qu'ils disent juste ce qu'ils veulent dire. Daumier dessine peut-être mieux que Delacroix, si l'on veut préférer les qualités saines, bien portantes, aux facultés étranges et étonnantes d'un grand génie, malade de génie. Monsieur Ingres, si amoureux du détail, dessine peut-être mieux que tous les deux, si l'on préfère la finesse laborieuse à l'harmonie de l'ensemble et le caractère du morceau au caractère de la composition. Alors là, j'ai du blanc dans mon texte, donc il y a un morceau qui manque. Et il y a sans doute un gribouillis. Mais nous les aimons, mais aimons-les, tous les trois. Alors un autre tableau, une Sibylle qui montre le rameau d'or. Alors Sibylle, vous la retrouverez également peinte par Michel-Ange sur la chapelle Sixtine. Une Sibylle qui montre le rameau d'or. C'est encore d'une belle et originale couleur. La tête rappelle un peu l'indécision charmante des dessins sur Hamlet. Comme modelé et comme pâte, c'est incomparable. L'épaule nue vaut un Corrège. Corrège est un peintre de la fin de la Renaissance qui était réputé pour faire ce qu'on appelle le sfumato. Alors le sfumato, c'est de la fumée comme ça. Et à travers la fumée, on perçoit des choses et naissent des formes extraordinaires. C'est magnifique, Corrège. Donc C-O-2-R-E-G-E. Alors pourquoi il parle des dessins sur Hamlet? C'est parce que Delacroix a illustré Shakespeare.
entre autres. Alors 4, quatrième tableau, le sultan du Maroc entouré de sa garde et de ses officiers. Alors ce qu'il faut dire à propos de Delacroix, c'est que Delacroix est parti au Maroc pour découvrir ce pays. Ce pays de conquête, évidemment. Et il a été fasciné par les écarts de lumière, la force de la lumière, ce soleil toujours solide, frappant. Et évidemment, quand vous avez une lumière vive, eh bien, vous avez des couleurs tout aussi vives. Et en Orient, on aimait les couleurs. Et pour Delacroix, c'est une découverte extraordinaire. Il va être accueilli dans une famille juive, marocaine, et il va dessiner un mariage juif. Il va y avoir des scènes avec des odalisques. Delacroix va être fasciné par cette découverte. Et il va nous laisser tout un recueil d'aquarelles tout à fait remarquables qui vont lui servir plus tard pour faire certains de ses tableaux. Donc, le sultan du Maroc entouré de sa garde et de ses officiers. Voilà le tableau dont nous voulions parler tout à l'heure quand nous affirmions que M. Delacroix avait progressé dans la science de l'harmonie. En effet, déploya-t-on jamais en aucun temps une plus grande coquetterie musicale. Véronèse fut-il jamais plus féerique. Véronèse, c'est le repas chez Lévis, ce sont ces énormes tableaux que vous trouverez au Louvre. Dans la salle où il y a la Joconde actuellement, et il y a aussi les Titiens. Les Titiens, c'est pas des petits chiens, c'est des Titiens. Les peintres Véronèse, c'est un peintre vénitien, tout comme Titien. Titien qui était considéré comme le roi des peintres par Charles Quint. Et Titien qui respectait et qui adorait également Charles Quint en lui répondant que lui, il était le roi des rois. Fit-on jamais chanter sur une toile de plus capricieuses mélodies, un plus prodigieux accord de tons nouveaux, inconnus, délicats et charmants? Nous en appellerons à la bonne foi de quiconque connaît son vieux Louvre. Qu'on cite un tableau de grand coloriste où la couleur est autant d'esprit que dans celui de M. Delacroix. Nous savons que nous serons compris d'un petit nombre, mais cela nous suffit. Ce tableau est si harmonieux, malgré la splendeur des tons, qu'il en est gris-gris comme la nature, gris comme l'atmosphère de l'été. Quand le soleil étend comme un crépuscule de poussière tremblante sur chaque objet, aussi ne l'aperçoit-on pas du premier coup. Ses voisins l'assomment, la composition est excellente. Elle a quelque chose d'inattendu parce qu'elle est vraie et naturelle. PS, on dit qu'il y a des éloges qui compromettent et que mieux vaut un sage ennemi, etc. Nous ne croyons pas, nous, qu'on puisse compromettre le génie en l'expliquant. Alors voilà pour Delacroix. Ensuite, il y a Horace Vernet qui a fait partie d'une grande famille de peintres. Ils étaient 3 frères, tous les 3 peintres. Alors je ne sais plus quel est celui des 3 qui a peint le sultan en Turquie. Donc on a un portrait du sultan par un Vernet, je ne me souviens plus. Vous avez un autre Vernet qui a également peint... ça c'était pour Louis XVI, donc c'est plus tard. C'est plus tard, c'est plus tôt. Qui avait peint tous les ports de France. C'est très intéressant, en gravure, et on les retrouvera en gravure. Les tableaux sont en général, s'ils ne sont pas perdus, au musée de la Marine à Paris. Voilà, écoutez, on arrête pour aujourd'hui. On a dit qu'on les faisait courtes avec Louloute, 30 minutes à peu près. Je vous remercie de nous avoir suivis. Louloute, je ne sais pas, tu as quelque chose à dire? Ah, écoute, merci beaucoup. Ça fait du bien. Ça fait du bien à l'oreille, à l'esprit. C'est passionnant. Merci infiniment. Et nous, on va en parler après avec les livres, et comme ça, c'est plus simple. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à la prochaine fois avec Baudelaire ou alors avec autre chose. Allez, salut. Merci, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.